Centenaire de la guerre 14-18. France Télévisions, la mémoire vive. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à Pressin, en Isère, où se déroule Regard de mémoire. C'est la plus grande reconstitution historique consacrée à la guerre de 14 dans notre région. Vous le voyez, les poilus, plus vrais que nature, sont déjà à mes côtés. Et avec eux, nous allons replonger dans le passé. Nous allons nous intéresser à ce que fut leur vie dans les tranchées à l'occasion de cette grande guerre. C'est aussi ces longs moments d'attente dans les abris et cagnats aménagés par les soldats. Abris sommaires, abris devenant souvent de vrais lieux de vie. Chalets en bois ou vieux sommiers récupérés. Voilà, ma chère femme, je pense à toi. Enfin, c'est vraiment... il y a tous ces témoignages, beaucoup de témoignages écrits. On imagine aussi la peur qui pouvait habiter ces soldats, avec la peur de l'irruption de l'ennemi, avec ces gens qui vivaient dans des conditions terribles, avec en permanence, j'imagine, l'angoisse qu'un ennemi surgisse. Ça paraît vraiment tellement incroyable de se protéger d'obus, avec des sacs de sable, avec des fortifications comme ça en bois. Ils étaient terrés dans ces trous. On voit très bien dans quelles conditions ils pouvaient être amenés à se cacher ou à passer leur journée. Et puis ça paraît tellement futile des pluies d'obus, des milliers d'obus qui tombaient certains jours. J'ai vu tout à l'heure un chiffre incroyable, 40 000 obus tombés en une journée sur 3 km seulement de tranchées. Et comment se protéger d'un obus dans ces conditions, en plus avec des cadavres partout, avec des rats, avec de la boue. Christian Bocuse, on voit toutes ces croix autour de nous, elles sont très nombreuses. Ce conflit, cette guerre de 14-18, elle a été particulièrement meurtrière. Tout à fait. On peut dire qu'effectivement, il n'y a pas un seul village en France qui n'ait pas été obligé de donner sa jeunesse et des moins jeunes dans ce conflit qui était une véritable boucherie. Il y a eu des millions de morts, des millions de blessés, des animaux mobilisés, des millions d'animaux aussi tués. Donc vraiment, d'ailleurs, à ce propos, on a créé à cette époque des monuments aux morts. Dans chaque village, on peut admirer, disons cet hommage aux combattants avec les monuments aux morts. Alors qui étaient les jeunes, vous les avez évoqués, qui dans nos campagnes comme ça partaient sur le front au moment de la déclaration de guerre? La plupart des jeunes étaient contents de partir à la guerre. Ils voulaient donner leur peau en fait pour la patrie. Ils étaient conditionnés dans les classes bien avant pour cette revanche tant attendue. Il y avait un enthousiasme finalement. Absolument, pour cette guerre. Un enthousiasme qui a fait que, on le voit d'ailleurs dans le spectacle qu'on a mis en scène, Le son et lumière, sur le thème de la guerre. Le jeune est là et il envie ses frères qui sont partis au combat et lui n'a pas l'âge. Donc il est prêt à dire au maire, mais trichez sur mon âge pour que je puisse partir. Et tout le monde pensait en plus que ce conflit serait court. Absolument, c'était l'affaire de quelques semaines. On sera à Berlin avant Noël, disait-on. Donc vraiment, il y avait un enthousiasme important. Et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ouais, on va voir, Christian Bocuse, justement, que cet enthousiasme a été très vite refroidi. Le bilan humain de cette guerre a été terrifiant. Écoutez, les chiffres, ils sont vraiment impressionnants. Une épouvantable hécatombe humaine, une véritable boucherie. Pendant la Grande Guerre, la France a perdu environ 1 400 000 hommes au combat. Un chiffre auquel il convient d'ajouter 300 000 victimes civiles. Au total, près de 30% des hommes de 18 à 27 ans ont perdu la vie au cours des 4 années de conflit. La région Rhône-Alpes a payé un lourd tribut à cette guerre, avec 7 800 morts recensés dans le Rhône, 8 500 en Savoie, un peu plus de 9 000 dans l'Ain, 16 400 en Isère, ou encore 18 500 dans la Loire. La catégorie socio-professionnelle la plus touchée a été celle des agriculteurs, et ces derniers étaient très nombreux dans notre région. En marge de ces morts au combat, la France comptait à la fin du conflit
700 000 veuves, 750 000 orphelins et 2 800 000 infirmes de guerre. Odeur insoutenable. Alors là, on est dans une reconstitution sonore où on nous explique un bombardement qui a duré plusieurs heures avec des conditions effroyables et les soldats qui étaient enterrés à moitié dans la boue et qui, pareil, étaient bombardés par les Allemands. Il y a un soldat allemand d'ailleurs qui est là, qui a été capturé apparemment. Voilà, c'est ce qui est fort aussi dans cette reconstitution, c'est qu'il y a vraiment un côté très fort quand on a les pieds dans la terre et qu'on évolue dans la tranchée, mais il y a aussi une ambiance sonore, des bruits de bombardement, et c'est vraiment très impressionnant. Voilà, tout au long de cette émission, nous continuerons cette découverte de ce site exceptionnel ici à Pressin, entièrement dédié donc à la guerre de 14-18. Nous nous trouvons actuellement sur la place du village qui a été reconstitué ici à Pressin. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités. Jean Guibal, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du musée dauphinois à Grenoble. Votre musée accueille cette très belle exposition. On va en parler bien sûr dans cette émission. À l'arrière, comme au front, c'est une exposition très bien documentée que l'on vous conseille bien sûr de découvrir. Et puis à vos côtés, Serge Revel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, metteur en scène, passionné d'histoire. Vous êtes à l'origine tous ensemble de ce projet ici. J'ai envie de vous dire que c'est avant tout le résultat d'une collaboration, d'une synergie, Jean Guibal, entre vous, tous ces passionnés d'histoire, pour arriver à ce résultat. Oui, dès que Serge Revel nous a informé de son grand projet de reconstitution historique, à grandeur nature, qui est tout à fait remarquable à bien des égards, nous avons bien entendu convenu de collaborer ensemble, nous à notre place de musée, mais en même temps pour soutenir le projet de Serge Revel, qui a une dimension beaucoup plus populaire, beaucoup plus festive, si j'ose dire, s'agissant de la célébration d'une guerre, mais qui permet de toucher un plus large public, évidemment, que celui d'un musée. Serge Revel, je rebondis sur ce que dit Jean Guibal, un projet d'une dimension populaire et festive, un projet un peu fou aussi, non? Quand vous êtes parti comme ça avec une idée sur un papier, on vous a pris pour un fou ou pas? Oui, il y a 5 ans, quand on a commencé, on nous a dit c'est une utopie. Et en fait, bon, il a fallu énormément travailler sur le plan historique, travailler avec le ministère de la Défense en particulier pour que historiquement il n'y ait rien de faux, et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait une synergie qui se mette en place avec d'abord tous les gens du canton et bien au-delà. Le but vraiment de cette reconstitution, c'est quoi en quelques mots? C'est ma foi commémorer. Mais au-delà de la commémoration, au-delà de l'hommage, la commémoration permet de réfléchir. Et donc, tant dans l'opération de Pressin que celle de Grenoble, il s'agit d'inviter le public à se demander ce qu'est la guerre, à quoi sert la guerre, à raconter dans quelles circonstances elle s'est construite, et peut-être aussi à se demander ce qu'on veut faire de l'avenir. Je pense notamment, pardonnez-moi d'évoquer cela, mais à l'abstention aux dernières élections européennes, alors que l'Europe a permis, depuis qu'elle est née, d'éviter toute guerre sur le sol du continent. Donc il faut évoquer le passé, mais il s'agit d'évoquer le passé pour bien comprendre le présent et bien se demander ce que nous voulons faire de l'avenir. Justement, vous parlez de l'avenir. Serge Revel, c'est un formidable support pédagogique. On a vu beaucoup d'enfants, plusieurs milliers d'enfants qui sont déjà venus depuis le début de cette reconstitution. Il y en a d'autres qui vont venir. C'est formidable sur le plan pédagogique. Oui. C'est en tout cas votre but? Oui, c'est la volonté. On a une volonté pédagogique pour le grand public comme pour les enfants. Et on voulait montrer comment vivaient ces soldats. Vraiment comment ils vivaient dans les tranchées, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, avec des postes différents, des situations, des remises en situation à partir de photos d'époque avec des mannequins pour que les gens, le public et les enfants se rendent compte qu'ils vivaient dans la boue, qu'ils vivaient au milieu des rats, des poux, les totos comme il le disait, qu'ils vivaient près à proximité de la mort, des charniers, etc. Donc on a souvent des enfants et on a eu une gamine de l'autre jour de 8-9 ans qui est sortie presque en larmes et en nous disant c'est vraiment triste la guerre. Donc on a gagné. Et justement, vous parlez des jeunes et nous avons rencontré des collégiens juste à la fin de leur visite. Ils nous font part de leur impression. Quand on voit que les conditions dans lesquelles ils vivaient, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre? Quand on voit que
Il y avait plein de... Enfin, il y avait pas les toilettes comme nous maintenant, des chambres, l'intimité, tout ça. Et ça devait être dur pour eux. Alors que nous, c'est plutôt bien. Pourquoi c'est important, à ton avis, de vivre ça de façon très réaliste, de pouvoir se promener dans une tranchée? Pour nous montrer ce qu'ils ont vécu avant nous, ce que nos ancêtres ont vécu avant nous et comment ça s'est passé, quoi. C'est vrai que dans les livres, on n'y voit pas spécialement, malgré qu'on y étudie, et ça nous rend bien, ça nous donne bien l'image. Justement, quelle image vous avez de la guerre de 14? C'est un événement important ou c'est quelque chose qui est très loin pour vous? C'est important malgré que ce soit loin, et ça nous marque, même si on ne l'a pas vécu. Il y a des images qui t'ont marqué particulièrement là, dans ce que tu as vu? Quand on voyait certaines reconstitutions de soldats ou comment ils vivaient, quoi, dans la boue, sans rien, c'était vraiment horrible en fait. J'ai pensé que c'était très réaliste et ça nous a montré les conditions de vie des soldats quand ils étaient en guerre. Justement, quelles étaient ces conditions de vie? Qu'est-ce que tu as retenu? Ils n'avaient pas beaucoup d'hygiène et ils n'avaient pas de quoi se laver. Et ils étaient obligés des fois de se cacher dans la boue. On ressentait la peur des soldats qui ne voulaient pas forcément aller vers la tranchée ennemie et que quand ils refusaient, les officiers leur tiraient dessus. Qu'est-ce que tu penses du fait de vous mettre dans des conditions aussi réalistes par rapport à des cours, par rapport à des livres? Ça nous montre vraiment comment c'était la guerre. Alors que quand on regarde dans les livres, ça nous montre pas trop comment c'était. Tu t'attendais à ça? Non. Moi, c'était plus impressionnant que je m'imaginais. Beaucoup d'émotions, c'est vrai, hein, c'est très très prenant, c'est très réaliste, on va le découvrir tout au long de cette émission. Il y a aussi beaucoup de documentation qui interpelle, tout pose question et tout permet de... Finalement, il y a une analyse aussi qui est possible. Bien sûr, c'est l'objectif, analyser l'histoire pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais autant le travail de Serge Revel et de ses équipes après Saint évoque le front, la guerre, autant nous nous sommes concentrés pour l'exposition sur l'arrière, sur ce territoire isérois qui n'a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jamais connu une seule chute d'obus, mais qui a vu beaucoup de misère. Et donc nous essayons de pénétrer dans les comportements des habitants, dans les familles, dans la peur permanente dans laquelle se trouvait tout le monde. Tout le monde n'avait qu'une peur, c'est l'annonce de la mort d'un père, d'un mari, d'un frère. C'était tous les jours que le maire ou les gendarmes venaient annoncer de tels décès. Donc c'est tout cela que nous essayons de raconter de manière à faire approcher ce qu'a été cette vie de misère que fut la guerre de 14-18. Alors justement, très rapidement, vous l'avez dit à l'instant, on a parlé aussi de cet investissement des gens ici, tout autour dans les villages, qui ont tous eu un grand-père, un frère, un ami qui a participé à cette guerre. Et vous êtes allé justement à la rencontre de ces gens pour récupérer aussi des témoignages, récupérer parfois des objets de l'époque. On a récupéré beaucoup de témoignages, bien sûr. On a récupéré des lettres, on a récupéré des photos, on a récupéré aussi beaucoup de matériel. Bizarrement, étrangement, un siècle après, on a encore énormément de matériel, aussi bien de matériel d'artisanat de tranchée que des obus travaillés, que des gourdes, etc. Enfin, oui, c'est vraiment... la guerre de 14 reste dans la mémoire collective, encore comme une grande tragédie de toute façon. Mais je crois que même si nos enfants ne se souviennent pas de cet arrière-grand-père qui a vécu la guerre, il y a une transmission familiale qui se fait. Et puis il y a dans chaque village, comme derrière nous, ces monuments, dans l'espace public, ces monuments aux morts qui nous rappellent que ce fut une horrible guerre. Une guerre de 9 millions de morts, soldats uniquement. Il faut souhaiter que l'humanité n'en connaisse pas d'autres. Qu'elle est mignonne, notre Lucille. Vois-tu, je rêve d'elle. Je l'ai vue déjà, grande comme la petite Camille. Elle avait un manteau blanc, avec un ruban blanc aussi dans ses cheveux. Que je l'aimais ainsi. Elle semblait aussi douce que son prénom. J'ai passé la nuit à regarder sa photo au clair de lune, pendant que j'étais de faction. Aujourd'hui, je la tire à chaque instant de l'enveloppe. Elle est devant moi pendant que je t'écris. Je regarde aussi la tienne, je compare.
Songe au printemps, à toutes les heures passées délicieusement enlacées. N'est-ce pas que notre Luciole nous criait déjà son droit à la vie, nous jetait dans les bras l'un de l'autre, nous suppliant de la créer. Nous l'avons maintenant. Elle est à nous, bien à nous, rien qu'à nous. Ma pauvre étoile des nuits de tranchée. Que la vie lui soit douce. En fait, plus on progresse dans cette tranchée, plus c'est prenant. Là, on est entouré de barbelés, de bois, de sacs de sable. Il y a ce soldat qui est là et on imagine justement, en regardant, on imagine l'ennemi qui arrive. La force de cette reconstitution, en fait, c'est qu'on est complètement en immersion, on est pris dans une ambiance. On fait un retour 100 ans en arrière. L'ennemi pouvait être à 100 mètres et il fallait, au-delà de la fatigue, au-delà de la peur, au-delà de l'angoisse, il fallait surveiller et puis résister. C'est incroyable. Et vraiment, la progression, elle fait qu'on s'enfonce de plus en plus sans doute, dans l'horreur, dans l'horreur de cette vie qu'avaient les soldats, j'imagine, passer des semaines et des semaines dans ces conditions, à quel point ça pouvait être terrible et difficile. Ils disent que les Boches reculent sur la Marne. Tu parles. C'est tout des faribondelles. Ça fait 2 ans qu'ils reculent, les Boches. Et on n'a pas bougé d'un mètre. Christian Bocuse, des millions de morts, des millions de blessés aussi. Là, vous avez reconstitué un hôpital de campagne. C'était extrêmement difficile de prendre en charge justement tous ces blessés. Oui, on peut dire qu'on amputait sur place, en 3e ligne, avec des instruments de chirurgie un peu rudimentaires. Et les blessés étaient amenés par les brancardiers et donc on les classait en fonction de la gravité supposée de leurs blessures. Il y en a certains qui restaient, qu'on mettait dans une sape, dans une cagna, parce qu'ils étaient condamnés. Au fur et à mesure de l'avancée du conflit, il y a eu une très grande solidarité qui s'est mise en place un peu partout justement pour aider. Les gens étaient amenés justement à donner des draps, à donner des médicaments pour essayer d'aider justement à soigner les blessés, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On voit les soldats dans leur uniforme, le bleu, en fait, très peu étaient habillés par l'armée. Ils récupéraient tout ce qu'ils pouvaient trouver. On leur envoyait des pulls des campagnes. Ils avaient énormément de colis. Et donc, ils s'habillaient un peu comme ils pouvaient, dans la boue, etc. Donc, au niveau des chaussures, il y a à peu près que la capote qui restait l'uniforme un peu officiel, quoi. Donc oui, ils récupéraient tout pour aménager les tranchées, dans les fermes, un peu de partout. Le rôle des femmes a été considérable aussi, sur les lignes de front, mais à l'arrière, c'était elles qui ont remplacé les hommes au niveau des moissons, au niveau de tous les travaux dans les usines, pour faire les uniformes, pour faire les obus, etc. Donc ça a été une période d'émancipation de la femme, on peut dire. Grâce à ce conflit, la femme a occupé une autre place dans la société, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, les poilus nous ont rejoints, vous le voyez, ils sont juste à côté de moi en train de boire un petit verre de rouge avant de regagner leur tranchée et de prendre leur tour de garde. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau dans le village, école, mairie, café, on est vraiment au cœur de la reconstitution, d'accueillir Martine Micou, bonjour, et Denis Néret-Belot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par vous, Martine, puisque vous avez participé très activement à cette reconstitution. Vous étiez en charge des costumes de ces poilus, mais de tous les autres costumes, avec toujours ce sens du détail, cette envie d'être très précis. Oui. Et tout à fait, je mets aussi toutes mes couturières. Je ne suis pas toute seule. Voilà. Oui, nous sommes une quinzaine de couturières très pointues. Voilà.
Alors d'abord, beaucoup de recherches, Internet, des livres, voilà, des photos d'autrefois aussi qu'on nous a prêtées. Et puis on s'est mis au travail. Et là, ça n'a pas été une mince affaire, parce que pour la première partie de la guerre, ça allait bien. Le tissu bleu marine, c'est impeccable, on en trouve partout, pantalon rouge. Mais quand il a fallu travailler sur les costumes bleu horizon, ça a été une autre affaire. Et le résultat est impressionnant, hein, avec, vous l'avez dit, les costumes des poilus, mais il y a aussi les jambières, il y a vraiment tout a été fait, la capote, la fameuse capote avec tous les boutons. Voilà, donc c'était une reconstitution. Les puristes pourront dire que c'est pas tout à fait, mais on n'avait pas le budget bouton, parce que c'était énorme, énorme. Sur les capotes, il y a énorme. Et dans les tranchées, il y a les petites martingales, il y a partout, il y a des boutons partout. Et voilà. Mais c'est quand même très réaliste. Alors, à vos côtés, Denis, vous aussi, vous avez été actif avec tous vos collègues, puisque vous avez été en charge. Vous avez finalement hérité de ce pré qui est magnifique ici, sur les hauteurs de Pressin. Il y avait des vaches avant, et vous avez construit ce site. Comment vous avez procédé? J'ai commencé, j'ai une petite équipe de 25 personnes. Donc on a commencé à tracer les tranchées avant, bien sûr. Commencé à la deuxième ligne, aménager, creuser. Après, on a fini par la première. Après, on a ramassé beaucoup de matériel pendant 2 ans, 3 ans. Beaucoup de tôles, beaucoup de planches. On a fait exactement comme les poilus. Hein. On a récupéré du matériel. Eux, ils ont fait comme ça pour faire leurs tranchées. Et eux-mêmes, en 1914, procédaient de cette façon-là. Eux, ils pelletaient, par contre, c'était à la main. Hein. Ils creusaient à la main, eux. Hein. Après, il y a eu quelques norias pour creuser dans les terrains, mais pratiquement toujours à la main. Vous avez commencé quand? Vous avez mis combien de temps pour mettre ce site en état? Disons, on a commencé début novembre, et pratiquement fin février, on avait déjà bien bouclé les travaux. Alors, pour vous aussi, Denis, il y a eu une envie d'être très précis, de négliger aucun détail, et c'est vrai de recréer vraiment des tranchées à l'identique ou presque. Voilà, tout à fait. Beaucoup de recherches. Hein. J'étais aussi visiter des vrais sites de combat. Hein. J'ai travaillé avec des historiens. Je pense que beaucoup de personnes sont époustouflées par ce qu'ils voient en arrivant. Vraiment rentrer dans les vraies tranchées comme ça, ils ne pensaient pas voir ça. Alors on va continuer bien sûr, nous, cette déambulation. C'est une visite, hein, je rappelle, qui prend une bonne heure avec, bien évidemment, on peut s'arrêter. Voilà, il faut prendre le temps. C'est important, et de s'imprégner aussi de cette ambiance absolument étonnante et impressionnante que vous avez réussi à reconstituer. Voilà, alors là, on est dans un endroit, c'est impressionnant, on est dans un endroit avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldats lors d'une offensive ennemie de nuit. Il y a un soldat qui est mort, là on voit il a été touché au cœur apparemment, et il est mort, et puis il y a ses collègues qui sont là et qui essayent de repousser cet ennemi qui arrive. Voilà, souvent des attaques de nuit, souvent des unités d'élite, c'est ce qui est indiqué, qui venaient comme ça saper le moral aussi des troupes ennemies, parce que c'est vrai qu'il fallait repousser sans cesse ces attaques. Et voilà, toujours ces barbelés, toujours ce décor très très impressionnant. Christian Bocuse, là on est dans ce que vous avez appelé la popote, et contrairement à ce que l'on peut penser, aux idées reçues, eh bien, les soldats mangeaient plutôt très bien. Effectivement, donc entre les colis qu'ils recevaient de leur famille, puisque tous les villageois envoyaient des colis aux enfants, hein, donc la poste fonctionnait très bien, les lettres et les colis, ça a été quelque chose d'extraordinaire, eh bien ils mangeaient très bien, puisqu'on les nourrissait très bien, aussi bien du côté français que du côté ennemi. Ils étaient bien nourris, et c'est d'ailleurs pour ça que les rats ont pullulé, puisqu'ils jetaient beaucoup, et donc les rats, ils se régalaient, quoi. Hein, donc on avait des tapis de rats, c'est très bien écrit dans certains bouquins historiques, où on décrit les premiers rats qui venaient, d'ailleurs ils sont très bien organisés, hein, qui venaient en reconnaissance, et ensuite c'était un tapis gris
avec quelques taches blanches pour les albinos. Mais c'était vraiment très impressionnant. Merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage, vos explications sur ce site ici à Pressin. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va se quitter en images. À très bientôt. Allez, dépêchez-vous un peu là, on monte à l'assaut dans 5 minutes.